Dans cette capsule, on va parler de la trajectoire d'un projectile et on va dériver une nouvelle équation qui pourrait être utile dans certains cas. Dans le fond, cette équation-là vient de deux équations qu'on connaît déjà. D'abord, celle-ci, qui est la seule équation que l'on possède sur l'axe des x, donc la vitesse égale le déplacement sur le temps. Et on peut aussi dire que la vitesse, c'est égal à la vitesse initiale fois cosinus θ. Donc, on parle de la vitesse initiale qui est oblique, donc le module de la vitesse initiale fois le cosinus de l'angle initial, ça nous donne la composante en x de la vitesse. Et cette composante-là, elle est constante. L'autre équation, c'est celle qui vient de y, donc celle qui donne le déplacement en y avec v0yt plus une demi at carré. Donc, si on utilise les deux ensemble, alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le V0Y par V0 sinus θ. En fait, j'aurais dû écrire ici θ0. Donc, c'est la vitesse initiale, donc avec la vitesse initiale et l'angle initial. Ensuite, le temps, je l'ai isolé dans l'équation en x. Donc, si je prends ça ici, j'isole le temps dans l'équation en x, donc je l'envoie de l'autre côté, ça va donner delta x sur V0 cos θ0. Alors, c'est ça que j'ai remplacé ici. Delta x sur V0 cos θ0. Puis j'ai fait la même chose pour le temps au carré ici, c'est delta x sur V0 cos θ0, mais celui-là, il est au carré. Donc, ça nous donne cette équation-là. On peut la modifier encore un petit peu pour donner ceci, c'est-à-dire qu'ici on a un sin sur un cos, ça donne une tangente. Ensuite, le V0 s'annule, donc j'ai un V0 là et là, ça s'annule. Alors, il me reste juste delta x tangente θ. Ici, on peut simplifier un peu, mettre le carré tout simplement. Donc, on va avoir le 2 du 1 demi, ensuite V0 carré cos θ carré, le delta x carré au numérateur. Donc, cette équation-là, si on la regarde un petit peu, donc elle va être utile, elle va nous servir, vous l'avez sur la feuille de formule d'ailleurs, elle va nous servir lorsqu'on a, en fait, comme dans tous les cas, si on compte le nombre de variables, on a delta y, delta x, on a l'angle θ, qui est une troisième variable, puis ensuite on a la vitesse initiale, v0. Ici, vous voyez, on retrouve encore delta x puis θ, comme c'est pas des nouvelles. Puis le AY, on sait, on le connaît en fait, c'est 9.8, moins 9.8. Donc en fait, on a quatre variables inconnues dans cette équation-là. Donc c'est comme les autres, sauf que c'est des nouvelles variables différentes. Donc dans certains cas, on va pouvoir utiliser cette formule-là, ça va être utile. Si on regarde qu'est-ce qu'elle représente, dans le fond, cette formule-là, on pourrait dire qu'elle représente la trajectoire du projectile. Parce qu'on a delta y, donc dans le fond, le déplacement en y, en fonction de delta x. Alors, vous voyez ici, on a delta x à la 1 et un delta x au carré. Et donc, ça nous dit ça que, en fait, c'est l'équation d'une parabole. Parce que delta y, donc c'est ce qui va sur l'axe des y. Puis ici, on a delta x puis delta x carré. Donc, ça nous dit en fait que le y dépend du x au carré. Puis on a aussi un terme à la 1. Donc, en fait, c'est l'équation d'une parabole. Si on met ça en graphique, dans le fond, pour voir qu'est-ce que ça représente, alors j'ai répété l'équation ici en haut. Donc ici, on a différents exemples de paraboles, dans le fond. Ce qu'on a mis ici, c'est la hauteur finale est soit égale à la hauteur initiale ou encore elle est plus haute ou encore plus basse. Alors justement, ça va m'amener à parler justement de la portée horizontale. Alors ce qu'on appelle la portée horizontale, c'est, on va la noter R majuscule, c'est la distance horizontale qui est parcourue par le projectile. Donc justement, on pourra la trouver à partir de cette formule-là. Si on connaît le delta y, ça va nous prendre deux autres données. En fait, ça va être la vitesse initiale et l'angle initial. Donc, avec cette formule-là, on peut trouver la distance horizontale parcourue, le delta x, donc à condition qu'on sache à quelle vitesse on lance l'objet, puis avec quel angle on lance l'objet. On va faire une petite application de la formule qu'on vient de voir. Le problème est le suivant, c'est un botté de placement au football. Donc, on botte le ballon, on est à une distance de 50 mètres du but, et la barre horizontale se trouve à 3 mètres de hauteur.
On botte à 45 degrés, donc c'est l'angle initial. Et la question, c'est trouver la vitesse minimale qu'on devrait avoir, qu'on devrait donner au ballon, en fait, pour se rendre, pour passer au-dessus de la barre horizontale. Ça va être la vitesse minimum parce que, bien sûr, on comprend que si on botte très très fort, ben, ça va certainement passer au-dessus de la barre horizontale. Donc on va trouver la vitesse minimum, c'est-à-dire, dans le fond, on va considérer que le ballon arrive exactement à 3 mètres de hauteur lorsqu'il est à une distance horizontale de 50 mètres. Donc en fait, j'ai répété la formule ici qu'on vient de voir, puis on va faire comme les autres problèmes, on va énoncer qu'est-ce qu'on connaît. Donc dans le fond, on connaît le delta x qui est 50 mètres. C'est le R aussi, donc on vient de parler de la portée, donc ça serait la portée, dans ce cas-là, 50 mètres. On connaît aussi le delta Y. Alors le delta Y, c'est 3 mètres. Dans le fond, notre Y initial, c'est le sol, c'est 0. Puis ensuite, on se retrouve à la fin 3 mètres plus haut. Donc le delta Y est 3 mètres. Ici, il faut faire attention, le delta Y, c'est vraiment le déplacement vertical, donc la différence entre la position finale et la position initiale. On sait bien que le ballon va monter plus haut que 3 mètres. Le plus haut de sa trajectoire, il va être certainement plus haut que 3 mètres. Mais ça n'a pas d'importance. On veut juste le déplacement, donc la différence entre la position finale et la position initiale. C'est plus 3 mètres, d'ailleurs, c'est positif puisqu'on est plus haut. L'autre chose qu'on a, c'est le θ0. Alors, on botte le ballon à 45 degrés. C'est tout ce qu'on a et la variable que l'on cherche, ça va être la vitesse initiale. Donc, à quelle vitesse initiale on botte le ballon. Alors, vous voyez, c'est dans un cas comme ça que la formule est utile. On regarde les différentes variables. Delta Y, on l'a. Delta X aussi. L'angle θ, on l'a. Le AY, on le connaît également. Delta X encore. θ0, donc il nous reste juste V0 comme inconnu. Donc en fait, à partir de là, on remplace et on isole notre variable inconnue. Alors je vais le faire ici à droite, là, puisque je vois encore la formule, donc je vais le faire ici. Delta Y, donc 3 mètres. Delta X 50. Ensuite, on va avoir tangente de 45 degrés. Donc notre angle initial. Ensuite, on a plus AY, mais on sait bien que le AY, c'est moins 9,8. Donc, on va le faire comme ça. Ensuite, delta x encore 50 au carré sur 2 V0 carré. Et ensuite, on va avoir cos de 45 degrés au carré. Donc, on a tous les chiffres, un seul inconnu. Alors, on fait un peu d'algèbre et on isole V0. Alors, ça donne 22,8 mètres par seconde comme vitesse. 22,8 mètres par seconde, ça donne à peu près quelque chose comme 70 km/h. Donc, c'est possible comme vitesse. Pour vérifier, on pourrait toujours aussi voir si on n'a pas fait d'erreur dans l'algèbre. On pourrait toujours remettre notre V0 ici, aller calculer le delta Y dans le fond pour vérifier que ça donne bien 3 mètres. Dans ce cas-ci, ça marche. On va regarder ici le cas particulier où delta Y serait égal à 0 pour le projectile, c'est-à-dire la portée pour laquelle delta Y égale 0, ça veut dire que notre objet il part d'une certaine hauteur, puis il finit à la même hauteur. Donc, hauteur finale égale hauteur initiale, on a un delta Y de 0. Donc, si on reprend notre équation de trajectoire qu'on avait tout à l'heure, et puis qu'on remplace, on met delta y égale 0 là-dedans. Donc, ce que ça fait, c'est que comme le delta y est égal à 0, on peut envoyer le AY delta x carré, donc on peut l'envoyer de l'autre côté, il devient négatif. En fait, moi ici, je les ai réécrits dans l'autre sens, mais bon. Alors, on a ça. Ensuite, il y a un delta x qui s'annule ici avec un des deux delta x qu'il y a de l'autre côté. Donc, il nous reste seulement la tangente. La tangente, c'est un sin sur un cos. Ensuite, j'ai remplacé moins AY par G, puisque c'est l'accélération gravitationnelle. On a ici, vous voyez, un cosinus qui s'annule avec l'un des deux cosinus de l'autre côté. Et ce cosinus-là, je l'envoie en haut. Alors, ça donne 2. Le 2 aussi, je l'ai envoyé en haut à gauche. Donc, ça fait 2 sinus cosinus égale G delta X sur V0 carré.
Finalement, si on isole le delta x, donc je vais monter le V0 carré de l'autre côté, le G, je le descends en bas, et puis j'utilise une identité trigonométrique ici, 2 sinus cosinus, ça donne sinus de 2 θ. Donc j'ai utilisé ça pour l'équation qui est là. Donc, cette équation-là, je ne l'ai pas mis sur la formule parce que c'est une équation particulière, dans le fond. C'était surtout pour en discuter. Donc, dans le fond, on l'obtient quand on met delta y égale 0. Mais ce que je voulais discuter avec ça, c'est que, donc, on va la prendre toute seule comme ça. D'abord, il faut se rappeler que cette équation-là, donc, est valide uniquement pour delta y égale 0. C'est comme ça qu'on l'a obtenue. Et elle est maximum, donc la portée, le delta x est maximum ici, pour quel angle? Donc, supposons qu'on se pose la question à quel angle on doit lancer un objet pour qu'il aille le plus loin possible. Ben, dans le fond, on voit ici qu'il faut que le sinus de 2 θ soit égal à sa valeur maximale. Alors, c'est quand est-ce qu'un sinus prend sa valeur maximale? La valeur maximale d'un sinus, c'est 1, et c'est lorsque l'angle qui est à l'intérieur est égal à 90 degrés. Donc, il faut que 2 θ soit égal à 90 degrés. Et donc, θ égale 45 degrés. Donc, c'est la condition, en fait, ça nous dit, cette formule-là, que pour lancer un projectile le plus loin possible, il faut le lancer à un angle de 45 degrés. Ça, c'est à condition que delta y soit égal à 0, donc que notre projectile il retombe à la même hauteur qu'il y avait initialement. Faut dire aussi une petite bémol que c'est vrai en l'absence de résistance de l'air. Toutes nos formules négligent la résistance de l'air. Quand on ajoute la résistance de l'air là-dedans, là, ça complexifie un petit peu. Ça dépend de la forme de l'objet, ça dépend de plusieurs choses. Mais donc, l'angle pourrait être un petit peu différent si on tient compte de la résistance de l'air. Je voulais parler un petit peu justement de la résistance de l'air. Ici, j'ai un graphique où on a mis la trajectoire de plusieurs projectiles et on a ajouté des coefficients de friction de l'air différents. Donc, la bleue, la plus haute dans le fond, là, ça c'est lorsqu'on néglige la résistance de l'air. Donc, c'est une parabole symétrique parfaite. Ici, puis les autres courbes, c'est lorsqu'on augmente successivement le coefficient de résistance de l'air. Alors, vous voyez que les trajectoires sont différentes. Ils sont plus symétriques d'ailleurs. Si vous regardez la plus extrême, la plus petite ici, là, on voit bien qu'elle n'est pas symétrique. Donc, l'effet de la résistance de l'air, c'est de ralentir l'objet en x. Donc, la vitesse en x diminue. Alors, la portée est moins grande. Et ça diminue aussi la hauteur maximale atteinte puisqu'il y a du frottement aussi en y. Donc, l'objet va aller un peu moins haut également. Donc, la résistance de l'air, ça peut avoir des effets extrêmes, dépendamment de la forme de l'objet. Ça peut faire en sorte que l'objet tombe beaucoup moins loin que ce qu'on pourrait prévoir avec les équations qui ne tiennent pas compte de la résistance de l'air. Un autre effet de la résistance de l'air, c'est ce qu'on appelle l'effet Magnus. L'effet Magnus, c'est lorsqu'on a une rotation dans notre objet. On peut bien le voir ici, j'ai une image de soccer, là, quelqu'un qui va botter un but de soccer. Vous avez peut-être déjà vu des images de buts comme ça où la trajectoire est très courbée. Donc, l'objet ne va pas du tout en ligne droite. On va voir ici un exemple d'une trajectoire extrêmement courbée ici. On va la voir d'un autre angle. Alors, vous voyez la trajectoire. Alors, ça, c'est un exemple de l'effet Magnus. Et l'effet Magnus est dû effectivement à la rotation. Donc ici, on a représenté une balle qui est en rotation. Ce que ça fait, en fait, l'effet en question, c'est que la rotation augmente la vitesse de l'air au-dessus de la balle, dans ce cas-là, et par friction diminue la vitesse de l'air en dessous de la balle. Parce que vous voyez que ici, l'air vient à la rencontre de la surface de la balle, donc ça va ralentir l'air. Or, quand l'air se déplace plus rapidement, la pression est plus faible. Donc, il va y avoir moins de pression en haut de la balle qu'en bas. C'est un peu le même effet qu'on a sur une aile d'avion, par exemple, le fait que les avions, en fait, réussissent à flotter pour cette raison-là. Et donc, ça va pousser la balle vers le haut dans ce cas-ci. Alors ici, il faut comprendre que la balle se dirige vers la gauche dans le schéma. Bien sûr, on a dessiné l'air qui s'en va vers la droite, mais en fait,
c'est la balle qui se déplace vers la gauche dans l'air. Dans ce cas-ci, donc, la balle serait soulevée vers le haut. Si on donne la rotation en sens opposé, bien, ça va au contraire faire courber la balle vers le bas. Évidemment, on peut avoir une rotation vers la gauche ou vers la droite aussi, donc pour courber la trajectoire comme on a vu tout à l'heure. Ici, on a une autre démonstration de l'effet Magnus. Donc, on va faire rouler le petit rouleau de papier sur la planche. Ça va lui imprimer une rotation et vous avez vu qu'est-ce que ça a donné. Alors, la courbe est assez impressionnante parce que, bon, c'est un rouleau de papier, donc à ce moment-là, la résistance de l'air est très importante, donc l'effet Magnus est évident. Alors voilà, je voulais juste terminer en parlant un petit peu des effets de la résistance de l'air, pour pas qu'on oublie qu'évidemment, ça peut avoir des effets importants, mais ceci dit, dans nos calculs, nous, on va pas tenir compte de la résistance de l'air. La raison, c'est que c'est quand même assez complexe. Ça dépend vraiment de la forme de l'objet, de sa vitesse, de sa rotation, etc. Donc c'est quand même assez complexe si on veut tenir compte de la résistance de l'air.